Fermez les yeux et imaginez. Juin 1815. La France est en feu. Waterloo est perdu. La Grande Armée, qui a piétiné l'Europe pendant des années, s'est transformée en boue mêlée de sang. Napoléon fuit vers Paris, mais Paris se détourne de lui. Le Parlement exige son abdication. Les alliés d'hier le regardent comme un lépreux. Et à ce moment précis, alors que tout semble fini, le destin lui offre une dernière chance en or. Une chance qui aurait pu bouleverser l'histoire. Sur la table du bureau de l'empereur se trouve une carte. Mais il ne regarde pas l'Europe. Il regarde vers l'ouest. De l'autre côté de l'Atlantique. Là où une jeune nation audacieuse vient de chasser les Britanniques. Les États-Unis d'Amérique. Vous pensez que c'est un fantasme? Non. C'était un plan précis et détaillé. Napoléon n'avait pas l'intention de se rendre aux Anglais. Il comptait devenir américain. Le 3 juillet, Napoléon arrive au port de Rochefort. Ses bagages sont faits. Sa suite est prête. 2 frégates rapides attendent dans le port, la Saale et la Méduse. Elles sont entièrement équipées, les cales pleines de provisions, les équipages dévoués à l'empereur jusqu'au fanatisme. Les capitaines de ces navires le supplient, « Votre Majesté, montez à bord tout de suite. Le vent est favorable. Nous passerons. » La situation en mer était unique. Le blocus britannique ne s'était pas encore totalement refermé. Au loin, à l'horizon, se profilait un seul vieux vaisseau de ligne britannique, le Bellerophon. Il était puissant, mais lent et peu maniable. Le capitaine de la frégate française Méduse propose un plan suicidaire mais génial. Écoutez, c'est un véritable scénario hollywoodien. Le capitaine dit, « Je sortirai en mer et j'attaquerai le Bellerophon. Je m'accrocherai à lui pour un abordage. Je serai réduit en miettes, je périrai avec tout mon équipage, mais je bloquerai le Britannique au combat pendant 2 heures. Pendant ce temps, vous, sur la 2e frégate Saale, pourrez tranquillement gagner l'océan. Personne ne vous rattrapera. » Imaginez ce sacrifice. Des centaines de marins prêts à mourir sur le champ, juste pour lui donner une chance de voguer vers New York. La voie est libre. L'Amérique attend. Là-bas, on l'idolâtre. À la Nouvelle-Orléans, on prépare déjà une maison pour l'empereur. Les journaux américains publient des articles enthousiastes. S'il était monté à bord ce jour-là, un mois plus tard, il aurait bu du café à Philadelphie et le président Madison lui aurait serré la main. Mais que fait Napoléon? L'homme qui prenait des décisions en une fraction de seconde sous une grêle de boulets de canon? L'homme qui redessinait les frontières en une soirée? Il se fige. Il commence à douter. Soudain, ce n'est plus le chef de guerre qui s'éveille en lui, mais le bureaucrate. Il dit, « Non, je ne veux pas fuir comme un voleur dans la nuit. Je veux partir officiellement. Nous attendons les passeports des Anglais. » Des passeports. De la part des Anglais. De ceux qui le haïssaient plus que tout au monde, qui l'appelaient l'Antéchrist et le monstre corse. C'était de la folie. C'est comme si un lièvre demandait au loup une permission écrite de quitter la forêt. Son entourage est sous le choc. Les généraux crient. Son frère Joseph le supplie, « Laisse tout, fuis. » Mais Napoléon attend. Un jour. 2. 3. Le vent tourne. Le 8 juillet, il est toujours sur le rivage. Et le 12 juillet, l'horizon de Rochefort se remplit de voiles. La flotte britannique est arrivée. Le piège s'est refermé. Le Bellerophon n'est plus seul. Il est désormais impossible de prendre la mer. Le capitaine de la Méduse pleure de rage en regardant dans sa longue vue. Le moment est perdu à jamais. Pourquoi a-t-il fait cela? Les psychologues en discutent encore. Dépression post-Waterloo? Fatigue? Ou peut-être l'espoir secret que l'Angleterre, pays de gentlemen, apprécierait sa noblesse et lui permettrait de vivre tranquillement dans un domaine près de Londres? Quelle naïveté! Lorsque Napoléon, comprenant qu'il n'avait plus d'issue, monta à bord du Bellerophon et se rendit au capitaine Maitland, il prononça une belle phrase, « Je viens m'asseoir au foyer du peuple britannique. » Oui, bien sûr. Au lieu d'un foyer chaleureux, il a eu une cellule humide sur un rocher au milieu de l'océan. Mais le plus cruel dans cette histoire n'est pas qu'il ne se soit pas échappé. C'est à quel point il en était proche. Ses bagages étaient déjà sur le navire. Sa bibliothèque était emballée. Même ses célèbres lits de camp pliants étaient chargés.
L'Amérique n'était pas un rêve, c'était une réalité à laquelle il ne restait qu'un pas à faire sur la passerelle. Et pour que vous compreniez toute l'ironie du sort, son frère aîné, Joseph Bonaparte, ex-roi d'Espagne, se trouvait au même moment dans un port voisin. Il n'a pas attendu de passeport. Il a loué un brick américain, le e-commerce, a pris un faux nom, a soudoyé la douane et a simplement pris le large. Les Britanniques ont inspecté son navire en mer 2 fois. Mais ils n'ont pas reconnu l'ancien roi sous le masque d'un simple bourgeois. Joseph est arrivé sain et sauf à New York. Napoléon est resté. L'histoire a pris un tournant sombre. Mais imaginons une seconde que le capitaine de la Méduse ait convaincu l'empereur. Le sacrifice est accepté. Le combat est gagné. Le vent de l'Atlantique gonfle les voiles. Et en août 1815, un navire accoste dans le port de Charleston, duquel descend un petit homme en redingote grise. Que se serait-il passé ensuite? C'est le sujet du 2e chapitre. Pensez-vous que Napoléon serait devenu un simple fermier en Amérique et aurait cultivé des citrouilles? Pas du tout. Pour comprendre ce qu'aurait pu être sa vie dans le Nouveau Monde, il suffit de regarder celui qui y a réussi. Son frère, Joseph Bonaparte. Joseph a débarqué à New York en août 1815. Il n'avait pas d'armée, mais il avait quelque chose de mieux. Des diamants. Beaucoup de diamants. Il avait emporté les joyaux de la couronne d'Espagne. En les vendant, il est devenu l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Il a acheté un immense domaine, Point Breeze, dans l'État du New Jersey. Imaginez le tableau, l'Amérique profonde, des Quakers, des fermiers, de simples travailleurs. Et au milieu de tout cela, un véritable palais européen. Joseph a aménagé un parc, construit une maison avec des statues de marbre, apporté une collection de peintures que le Louvre aurait enviée. Des cerfs se promenaient dans son parc. Il organisait des dîners où l'on mangeait dans des assiettes en or. Les habitants étaient ravis. Ils l'appelaient de Monsieur Bonaparte, mais s'inclinaient comme devant un roi. Des membres du Congrès, des sénateurs et même de futurs présidents venaient lui rendre visite. C'était une superstar. Imaginez maintenant Napoléon à sa place. Joseph était un sybarite doux et paresseux. Napoléon était une boule d'énergie. Il ne serait pas resté assis dans un parc à nourrir les cygnes. En 1817, alors que le véritable empereur pourrissait à Sainte-Hélène, quelque chose d'étrange commença à se produire en Amérique. Des centaines d'officiers de la Grande Armée, fuyant la répression, commencèrent à affluer aux États-Unis. Généraux, colonels, vétérans de la vieille garde. Des gens qui ne savaient faire qu'une chose, la guerre. Ils étaient en colère, sans travail et idolâtraient leur empereur. On leur a alloué des terres. Le Congrès américain, sympathisant avec les Français, leur a donné un immense morceau de territoire en Alabama, c'était alors une frontière sauvage. La colonie a été nommée la vigne et l'olivier. Cela semble pacifique? Ne vous y trompez pas. C'était un camp militaire. Les Français essayaient de planter de la vigne, mais ils réussissaient mieux à nettoyer leurs mousquets. Ils marchaient dans leurs vieux uniformes délavés. Le soir, près des feux, ils chantaient des chansons de gloire et buvaient à la santé de celui qui est absent. Un peu plus tard, en 1818, un autre groupe de bonapartistes sous le commandement du général Charles Lallemand fonda la colonie Champ d'Asile au Texas. Le Texas appartenait alors à l'Espagne, mais c'était un territoire contesté. Ce n'était plus simplement une colonie. C'était un fort. Avec des canons, des patrouilles et une discipline militaire. 400 coupe-jarrets, ayant survécu à la Moscova et à Leipzig, étaient assis sur les rives de la rivière Trinity et attendaient un ordre. L'ordre de qui? Le sien, bien sûr. Les journaux de l'époque devenaient fous. Des rumeurs couraient selon lesquelles une maison était construite spécialement pour Napoléon à la Nouvelle-Orléans. La maison de Napoléon existe toujours, c'est une attraction touristique, un beau bâtiment avec une coupole. Le maire de la Nouvelle-Orléans, Nicolas Giraud, un bonapartiste fanatique, déclara publiquement « Je ferai venir l'empereur ici ». L'infrastructure était prête. Napoléon avait déjà une armée en Amérique, des milliers de vétérans dispersés de Philadelphie au Texas. Il avait des finances, les millions de Joseph. Il avait une base, un fort fortifié au Texas. Et le plus important, il jouissait d'une popularité folle. Les Américains détestaient les Anglais, la guerre de 1812, où les Britanniques avaient brûlé la Maison Blanche, venait de se terminer. L'arrivée de l'ennemi numéro 1 de la Grande-Bretagne aurait provoqué une extase nationale.
Mais que voulait Napoléon lui-même? Devenir président des États-Unis? Peu probable. La démocratie américaine, avec ses élections et ses débats, lui aurait semblé ridicule. Il lui fallait un trône. Ou, au minimum, un pouvoir absolu. Et c'est là que la géographie entre en jeu. Regardez la carte. Où se trouve le Texas? À la frontière du Mexique. Le Mexique luttait alors pour son indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Le chaos y régnait. Une eau trouble idéale pour un requin comme Bonaparte. Les historiens de l'Uchronie peignent un scénario effroyablement réaliste. Napoléon débarque à la Nouvelle-Orléans. Les foules l'accueillent. Il rassemble ses vétérans de l'Alabama et du Texas. Des aventuriers américains, qui étaient nombreux là-bas, le rejoignent. En un mois, il a sous les armes 20 à 30 000 baïonnettes. Avec cette force, il traverse le Rio Grande. Les rebelles mexicains voient en lui un libérateur. Les royalistes espagnols fuient de terreur, car ils ne savent pas combattre un génie tactique. Napoléon entre à Mexico. Il se proclame, non, pas empereur du Mexique. C'est trop petit. Il proclame la création des États-Unis d'Amérique latine. Ou d'un nouvel empire gaulois d'Occident. Cela semble fou? Mais souvenez-vous, 15 ans plus tôt, il avait vendu la Louisiane aux États-Unis. Il connaissait cette région. Il comprenait son potentiel. Dans la réalité, son frère Joseph, dans le New Jersey, reçut un jour une délégation de révolutionnaires mexicains. Ils lui offrirent la couronne du Mexique. Joseph, sirotant paresseusement son vin, répondit « J'ai déjà porté 2 couronnes, cela me suffit. » Et il refusa. Napoléon n'aurait pas refusé. Mais pour que ce plan fonctionne, il fallait le sortir de Sainte-Hélène. Et il y avait des volontaires pour le faire. Pas de simples enthousiastes, mais de vrais loups de mer, des coupe-jarrets pour qui l'Atlantique était une maison. Dans le chapitre suivant, nous descendrons au plus bas. Nous parlerons des pirates, des contrebandiers et du célèbre Jean Lafitte, qui préparait déjà ses navires pour un raid audacieux sur l'île Prison. Nous sommes habitués à voir Napoléon entouré de maréchaux aux épaulettes dorées, sur des chevaux blancs, avec en fond des palais majestueux. Mais si le plan d'évasion avait fonctionné, ces sauveurs n'auraient pas été de nobles gentilshommes, mais les pires scélérats de l'hémisphère occidental. Tueurs, contrebandiers et pirates. Bienvenue à la Nouvelle-Orléans en 1820. La ville des péchés, des marécages et de l'argent facile. C'est ici, dans les tavernes enfumées du delta du Mississippi, que naissait le plan le plus audacieux de l'histoire de la navigation. Et ce plan avait un nom. Jean Lafitte. Qui est Jean Lafitte? Ce n'est pas juste un pirate. C'est le boss du golfe du Mexique. Un homme dont la tête avait été mise à prix par le gouverneur de Louisiane, qui lui a ensuite serré la main. Lafitte était le roi des marais de Barataria. Il avait sa propre flotte, sa propre petite armée et une haine absolue envers les Britanniques. Pourquoi un pirate a-t-il soudainement décidé de sauver un empereur déchu? C'est simple. La moitié de l'équipage de Lafitte est composé d'anciens soldats et marins français. Son bras droit, le coupe-jarret Dominique You, était en réalité artilleur dans la grande armée de Napoléon. On dit qu'il avait un tatouage avec le profil de Bonaparte sur le bras. Pour ces hommes, Napoléon était un dieu. Et quand les rumeurs arrivèrent à la Nouvelle-Orléans que Dieu se mourait dans une cage anglaise, la fraternité pirate se mit en mouvement. Le plan de Lafitte était simple et génial, comme un coup de dague sous les côtes. Il savait qu'attaquer Sainte-Hélène de front, avec des vaisseaux de ligne, était un suicide. Les forts britanniques réduiraient n'importe quelle flotte en miettes. Mais Lafitte ne combattait pas selon les règles. Il proposa d'utiliser une flotte moustique. Des clippers rapides et maniables, les meilleurs au monde, construits à Baltimore. Ils pouvaient distancer n'importe quelle frégate britannique. L'idée était la suivante, approcher l'île de nuit, en petits groupes. Débarquer un commando de tueurs d'élite, sachant égorger en silence. Éliminer les sentinelles. S'infiltrer jusqu'à la maison de Longwood. Récupérer Napoléon. Et pendant que les lourds cuirassés britanniques lèveraient l'ancre et vireraient de bord, les clippers de Lafitte se seraient déjà dissous dans le brouillard de l'Atlantique. Vous direz, ce sont des contes. Mais le maire de la Nouvelle-Orléans, Nicolas Giraud, ne le pensait pas. Cet homme était un fanatique. Il investit toute sa fortune dans ce projet. En plein cœur du quartier français, il commença à construire un manoir. Une maison luxueuse avec un bel étage, une coupole,
d'immenses salles. Cette maison est toujours là, à l'angle de Chartres Street et Saint-Louis Street. Les touristes la connaissent sous le nom de Napoleon House. Ce n'est pas juste le nom d'un bar. Giraud la construisait comme résidence pour l'empereur évadé. Il meubla les pièces dans le style empire. Il acheta les meilleurs vins. Il attendait son invité. Le navire est prêt, l'équipage est choisi, écrivait Giraud dans des lettres codées. Tout le monde n'attendait que le signal. Mais Laffitte n'était pas le seul. De l'autre côté de l'océan, en Amérique du Sud, une figure encore plus épique entre en scène. Lord Thomas Cochrane. Si vous avez vu le film Master and Commander, sachez que le personnage principal est inspiré de Cochrane. C'était le plus grand marin britannique après Nelson. Un génie du combat naval. Mais il avait un problème, il détestait le gouvernement britannique, et celui-ci le détestait. Chassé de la marine, déchu de ses titres, il devint mercenaire. Un loup de mer au service des révolutionnaires chiliens. En 1820, Cochrane, commandant la flotte du Chili, envisageait sérieusement un raid sur Sainte-Hélène. Il voulait le faire en route vers l'Europe. Juste faire un saut, écraser l'escadre britannique, et il en était capable, il avait fait des choses bien plus effrayantes, et récupéré Bonaparte. Imaginez ce duo. Napoléon sur terre et Cochrane sur mer. Deux génies parias unis contre le monde entier. S'ils s'étaient rencontrés, la carte du monde aurait changé en un an. Cochrane prévoyait d'utiliser une nouvelle arme, les navires à vapeur, qui commençaient tout juste à apparaître. Les voiliers britanniques n'auraient rien pu opposer à un navire avançant contre le vent. Pendant ce temps, sur l'île de Sainte-Hélène même, l'atmosphère était tendue à l'extrême. La garde devenait folle. Ils voyaient des feux de signalisation en mer. Ils trouvaient des billets dans le pain. Le gouverneur leur ordonna de construire une nouvelle clôture, encore plus haute. Il tripla les gardes. Il sentait que les nuages s'accumulaient. Il n'y avait pas qu'un seul plan d'évasion. Il y en avait des dizaines. Il y avait un plan pour sortir Napoléon dans un tonneau de vin. Un plan pour le déguiser en blanchisseuse. Un plan, et c'est un fait historique réel, pour utiliser le sous-marin du contrebandier Tom Johnson. Les plans de ce sous-marin ont été conservés. Il devait s'approcher sous l'eau vers les falaises abruptes, là où les canons ne visaient pas, et récupérer le prisonnier. L'Amérique était en ébullition. Les journaux de Philadelphie et de Boston discutaient ouvertement, quand arrivera l'empereur ? Les bookmakers prenaient des paris sur la date de son débarquement. La société était chauffée à blanc. Si Napoléon avait posé le pied sur le sol américain, il aurait été accueilli comme un George Washington revenu d'entre les morts. Pourquoi cela n'est-il pas arrivé ? Oui, a-t-il eu un problème ? Le destin a joué un mauvais tour. La course se jouait à quelques jours près. Au début de 1821, la goélette de la Nouvelle-Orléans était prête à hisser les voiles. L'équipe était au complet. Les armes graissaient. Mais les nouvelles traversaient l'Atlantique très lentement. Pendant que les pirates de Laffitte aiguisaient leurs sabres et que le maire Giraud faisait la poussière sur les meubles de la maison de Napoléon, à Sainte-Hélène, l'empereur ne pouvait plus se lever de son lit. Le cancer de l'estomac, ou l'arsenic, comme on en discute souvent, fut plus rapide que les frégates. Le 5 mai 1821, le cœur de Napoléon s'arrêta. Et la nouvelle n'atteignit l'Amérique que 2 mois plus tard. Imaginez ce moment. Juillet 1821. La Nouvelle-Orléans. La chaleur. Le maire Giraud déploie un journal frais, apporté par un navire d'Europe. Il lit le titre. Et il comprend que tout est fini. Les pièces vides de son manoir resteront vides. Les pirates de Laffitte, apprenant la mort de leur idole, boivent leur rhum en silence, sans trinquer. Le plus grand retour de l'histoire n'a pas eu lieu. Mais l'histoire a horreur du vide. L'énergie accumulée pour cet élan n'a pas disparu. Les vétérans de la Grande Armée, rassemblés au Texas et en Alabama, y sont restés. Ils ne sont pas rentrés en France. Ils se sont fondus dans le creuset américain. Et si l'on regarde de plus près, on voit leurs traces. Saviez-vous que beaucoup de héros de la Révolution texane, ceux qui se sont battus à Fort Alamo, étaient des enfants d'officiers de Napoléon ? Saviez-vous que la tactique utilisée par les Américains dans la guerre contre le Mexique était une pure copie des manœuvres de la Grande Armée ? L'esprit de Bonaparte a tout de même pénétré en Amérique. Pas à travers son corps, mais à travers ses hommes. Mais permettons-nous une dernière fantaisie, la plus douce. Imaginons que le cancer ait reculé. Ou que le poison n'ait pas fonctionné.
Imaginons que la goélette de Lafitte soit arrivée à temps. Napoléon débarque dans le delta du Mississippi. Il est en bonne santé, il est en colère, et il n'a que 52 ans. Il a encore 10 ou 15 ans de vie active devant lui. Que serait-il arrivé au monde? Dans le dernier chapitre, nous dessinerons la carte de ce nouveau monde. Un monde où Napoléon devient empereur des deux Amériques et défie les États-Unis. Un monde où la guerre de sécession américaine aurait commencé 40 ans plus tôt et selon un scénario tout à fait différent. Imaginez ce jour. Automne 1821. Le port de la Nouvelle-Orléans explose de cris. Des milliers de personnes créoles, français, américains, esclaves courent vers le quai. Un petit homme en redingote grise descend la passerelle. Il lève la main, et la foule se fige. À cet instant, l'histoire déraille et fonce vers l'abîme. Napoléon en Amérique. Ce n'est plus un fantasme, c'est un cauchemar géopolitique pour Washington et Londres. Les premiers mois sont une euphorie. Napoléon s'installe dans la maison même du maire Giraud. Des pèlerins affluent de tout le continent. Les vétérans du Texas et de l'Alabama abandonnent leurs fermes, sortent des malles leurs uniformes mités, nettoient leurs mousquets rouillés et marchent vers la Nouvelle-Orléans. En quelques mois, Bonaparte a ce qui lui manquait depuis 6 ans, une armée. La Légion du Mississippi. 20 000 coupe-jarrets aguerris, prêts à le suivre jusqu'en enfer. Mais Napoléon ne tient pas en place. Il ne va pas cultiver du coton. Il regarde la carte. Au nord, les États-Unis. Une jeune république agressive. Au sud, le Mexique et les colonies espagnoles, en proie au chaos de la guerre d'indépendance. Où ira-t-il? Les historiens s'accordent, il n'aurait pas marché sur Washington. C'est stupide. Combattre une démocratie sur son terrain, c'est s'enliser dans une guerre de partisans. Napoléon frappait toujours là où le pouvoir était faible. Il se tourne vers le sud. Scénario Empire d'Occident en 1822. Napoléon traverse le Rio Grande. Les rebelles mexicains l'accueillent non comme un envahisseur, mais comme un messie. Il haïsse l'Espagne. Et qui a humilié l'Espagne plus que quiconque? Bonaparte. Les troupes royalistes espagnoles au Mexique se dispersent à la simple vue des étendards aux abeilles d'or. La bataille pour Mexico ne dure que 3 heures. Napoléon entre dans la capitale des Aztèques. Il proclame la création de la Fédération du Sud. Mais il ne s'arrête pas là. Il écrit une lettre à Simon Bolivar, le libérateur de l'Amérique du Sud. Cela aurait été la plus grande alliance de l'histoire. Bolivar idolâtrait Napoléon, bien qu'il l'ait critiqué pour son couronnement. Deux génies se rencontrent à Panama. Le nord de l'Amérique du Sud s'unit au Mexique sous l'égide du génie militaire français. Une superpuissance naît. Les États-Unis d'Amérique latine. Immense, riche en ressources, avec la meilleure armée de l'hémisphère. Et maintenant, regardez vers le nord. À Washington, c'est la panique. Le président James Monroe est terrifié. La doctrine l'Amérique aux Américains vient de naître, et voilà qu'un nouvel empire français grandit à ses côtés. Le conflit est inévitable. Et c'est là que commence le plus intéressant. La bataille des Titans. Qui était la principale star militaire des États-Unis à l'époque? Andrew Jackson. Futur président, héros de guerre, homme d'acier, surnommé Holy Cory. Jackson était le Napoléon américain. Dur, agressif, sans pitié. Imaginez ce titre dans les manuels d'histoire, 1824. Campagne du Texas. L'armée américaine sous le commandement d'Andrew Jackson contre la garde impériale de Napoléon. Qui aurait gagné? Les historiens américains diront patriotiquement Jackson. Mais soyons honnêtes. Jackson avait des miliciens et des Indiens. Napoléon avait des vétérans d'Austerlitz et de la Moscova, et un génie tactique sans égal. Napoléon aurait probablement écrasé les Américains au Texas. La frontière des États-Unis se serait arrêtée au Mississippi. Le Texas, la Californie, l'Arizona, le Nevada, tout cela ferait partie du nouvel empire franco-latin. La carte du monde serait aujourd'hui totalement différente. Les États-Unis seraient restés une puissance régionale sur la côte est, coincée entre le Canada britannique et l'empire de Napoléon. Effet papillon. Les victoires de Napoléon en Amérique auraient provoqué une réaction en chaîne en Europe. Des soulèvements auraient éclaté à Paris. Les Français, apprenant que leur empereur bâtissait une nouvelle Rome dans la jungle, auraient renversé les Bourbons détestés. L'Europe aurait replongé dans la guerre.
La Grande-Bretagne aurait été forcée d'envoyer une flotte vers les côtes américaines pour étouffer le nouvel empire au berceau. Cela aurait été la Première Guerre mondiale. Mais pas en 1914, en 1825. Et le champ de bataille n'aurait pas été les Flandres, mais la mer des Caraïbes et les prairies du Texas. Et l'esclavage? Napoléon avait rétabli l'esclavage à Haïti, une tache sombre sur sa réputation. Mais dans ces dernières années, il admettait que c'était une erreur. En Amérique, il aurait pu jouer la carte du libérateur. Imaginez, Napoléon proclame la liberté pour tous les esclaves qui rejoignent son armée. Des millions de Noirs dans le sud des États-Unis se soulèvent. La guerre de sécession commence 40 ans plus tôt, et Lincoln n'est pas nécessaire ici, le Sud brûle simplement dans le feu d'une révolte alimentée par leurs Français. Le crépuscule de l'empereur. Bien sûr, Napoléon n'était pas éternel. Il avait déjà passé 50 ans. Sa santé était minée. Même s'il avait conquis le Mexique et vaincu Jackson, il aurait vécu encore une dizaine d'années. Il serait mort dans son palais à Mexico ou à la Nouvelle-Orléans, entouré de gloire et non de geôlier. Son fils, l'Aiglon, captif en Autriche, se serait peut-être échappé pour rejoindre son père. La dynastie des Bonaparte se serait enracinée sur le continent américain. Le monde d'aujourd'hui serait bipolaire. Mais pas entre les USA et la Russie et Chine. Mais entre le monde anglo-saxon, Grande-Bretagne et États de l'Est des USA, et le monde latin, un immense empire du Texas à l'Argentine. L'espagnol et le français seraient les principales langues du commerce international. Hollywood ne tournerait pas des films sur le débarquement en Normandie, mais sur la grande bataille de San Antonio, où le maréchal Ney a écrasé les Texas Rangers. Finale. Mais cela n'est pas arrivé. Le capitaine de la Méduse n'a pas osé combattre. Napoléon n'est pas monté sur le navire. Jean Lafitte n'a pas reçu l'ordre. Le plus grand homme de son temps est mort dans une pièce humide, se disputant avec un geôlier anglais mesquin pour un morceau de poulet rôti. Ou, peut-être pas? Souvenez-vous du premier chapitre. Souvenez-vous du tombeau vide et du sosie. Peut-être que Napoléon n'est vraiment pas mort en 1821. Peut-être a-t-il tout de même atteint l'Amérique, mais a décidé de ne pas déclencher une nouvelle guerre? Peut-être a-t-il compris que des rivières de sang ne sont pas ce qu'il voulait laisser derrière lui? Une légende raconte que dans les années 1830, un vieil homme étrange vivait en Louisiane et cultivait des oranges. Il ne parlait jamais du passé. Mais à sa mort, on a trouvé parmi ses affaires un vieux tricorne usé et une petite médaille effacée de la Légion d'honneur. Qui sait? L'histoire sait garder ses secrets. Et il ne nous reste plus qu'à deviner. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous. De l'ouverture du tombeau à l'empire alternatif du Texas. Si vous avez aimé ce format, likez, abonnez-vous et écrivez absolument dans les commentaires, pensez-vous que Napoléon aurait pu vaincre l'armée des États-Unis? Ou les cow-boys américains se seraient-ils avérés plus coriaces que les cuirassiers français?